with it. Balancez vos ondes positives. Positives. Bonjour à tous, bonjour à tous. Balancez vos ondes positives. Bonjour la tribu. C'est une tribu d'une dizaine de voix. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exact. De toutes les générations, de tous les milieux, nous nous retrouvons avec plaisir pour vous partager nos visions, nos émotions, nos solutions. Nous abordons tous les sujets de la vie avec optimisme, avec cette lumière au bout du tunnel. Et quel que soit le sujet, nous parlons d'espoir, d'humanisme et d'initiatives qui rendent le monde meilleur. Alors tout de suite, vous les avez déjà entendus, mais one by one, face to face. Voici les membres de notre tribu et leur météo interne. Comment allez-vous, les jeunes ? Alors, en mode popcorn. Eh ben moi, je suis suante. J'ai roulé contre le vent. Voilà. C'était Nathalie. Nathalie Gilles. Alors, qui d'autre ? Alors, Édouard, il est plutôt espiègle aujourd'hui. Et il parle comme Alain Delon. Alors, si tu veux, je peux faire ma chronique comme ça. Édouard Mondron. Merci, Édouard. Ben moi, je me sens posée. Posée, tranquille. Posé pour Stéphanie Grosjean. Merci, Steph. Moi, je me sens repulpée. Vous comprendrez tout de suite. Repulpé pour Carolina Vermersch. Valérie se sent fatiguée. Fatiguée pour Valérie. Et puis Emna. Emna se sent calmement joyeuse. Calmement joyeuse. Merci Emna Chaouch. Et Isabelle Demailleux. Isa a des étincelles dans les yeux et dans le ventre. Ouais, c'est joli ça, des étincelles. Et Romain. Et moi, avec le meilleur pour la évidemment, toujours. Et avec mon sujet du jour, j'hésite entre me sentir intelligent ou artificiel, mais sans doute aucun des deux. Bien joué. Ah, c'est très joli, merci. Et puis nous embrassons Vince Canté et Virginie qui sont absents aujourd'hui. Et voilà, vous avez toute la tribu. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous comme d'habitude. Et puis nous allons ouvrir avec nos premiers chroniqueurs et chroniqueuses qui arrivent. Balancez vos ondes positives. Nous allons donc ouvrir avec monsieur Romain Gusteau. Alors Romain, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, Marc, je vais parler de l'intelligence artificielle qui peut être mise au service du citoyen. Merci. Ah oui, alors sujet, vaste débat évidemment. Merci Romain. Et puis ensuite, après Romain, nous avons Nathalie Gilly. Oui. Alors Nathalie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? De joyeuses traditions familiales. Nous allons donc plonger dans les joyeuses traditions familiales et nous ouvrons donc d'abord avec Romain. Romain, presque tous les jours, nous sommes aujourd'hui bombardés de nouvelles sur ChatGPT et sur l'intelligence artificielle pour comprendre ce qui se cache derrière. Tu as interviewé un expert sur le sujet et tu vas nous donner quelques pistes pour ne pas être largué dans cet univers. Exactement, Marc. On va donc parler d'intelligence artificielle. Mais je préfère vous rassurer dès le début, j'ai bien écrit cette chronique avec mon petit cerveau et je ne vous ferai pas le coup à la fin de dire que tout ceci a été écrit par un robot. Blague à part, l'intelligence artificielle est un sujet qui suscite à la fois fascination et inquiétude. Vous avez certainement lu ces gros titres dans les médias ou entendu ces sujets autour de la machine à café. Un Belge se serait suicidé après une conversation de plusieurs semaines avec un chatbot. Les étudiants réussissent maintenant leur devoir en demandant toutes les réponses à ChatGPT. Elon Musk et des centaines de scientifiques ont écrit une lettre pour mettre le développement de l'IA en pause par peur de ses dérives. Ou encore, vous avez peut-être vu les images créées par Midjourney du pape François en doudoune ultra mode ou de Donald Trump se battant avec la police. Tout ceci est plutôt perturbant et alimente les craintes sur cette nouvelle technologie que la plupart d'entre nous ne comprend pas bien ou même pas du tout. Moi y compris. Pour y voir plus clair, j'ai été interviewé Karl Mörk, le co-directeur de l'Institut de l'intelligence artificielle pour le bien commun, FARI en raccourci. C'est un nouvel institut créé en 2022 par l'ULB et la VUB et basé à Bruxelles. La discussion s'est passée en anglais, mais je lui laisse quand même la parole pour présenter le but de l'institut. We need to make sure that these technologies can benefit society and be used for the common good.
By common good, we also mean that we need to make sure that these technologies are anchored, connected to local realities, and that they are not necessarily created only because of a technological competition or because we need to use them at all costs. So the challenge that we try to solve and address with Fari is to try to connect AI expertise, data expertise, robotics expertise, and the expertise around the legal and ethical challenges to real-life situations. En gros, leur défi est de connecter ces technologies aux besoins et aux réalités locales. Au cours de cette discussion, je me rends compte que l'IA ne se limite pas aux dernières avancées de ce qu'on appelle l'IA générative, comme ChatGPT ou Midjourney, qui utilise une masse énorme de contenus existants pour apprendre et créer de nouveaux contenus originaux. L'IA est en fait déjà bien présente dans tous les aspects de la société. Dans nos téléphones, dans les réservations de vacances, dans les prévisions météo, mais aussi dans les services sociaux et dans les transports publics. Donc ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas le fameux ChatGPT qu'on peut faire comme si ça ne nous concerne pas. Heureusement, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il n'y a rien de très nouveau sous le soleil. Pour Karl Mörk, on ne plonge pas dans l'inconnu et il le résume bien en parlant de nouvelles technologies mais vieux problèmes. En effet, il y a une série de questions éthiques qui se posent, mais celles-ci ne sont pas propres à l'IA. En premier, la question de l'égalité de traitement. Les algorithmes peuvent reproduire des biais humains en fonction des données d'entraînement utilisées, ce qui peut entraîner de la discrimination ou l'exclusion sociale. C'est un problème qui a toujours existé, mais il n'empêche que les décisions prises par les machines doivent être au maximum justes et impartiales, et ça demande une transparence totale quant aux données utilisées pour les nourrir. Un autre problème, c'est l'automatisation et les potentielles pertes d'emplois. C'est évidemment une réalité pour les années à venir, mais d'après les chercheurs, ce n'est ni plus ni moins le cas que pour l'apparition de la machine à vapeur, par exemple, des chaînes de production ou de l'informatique. Il s'agit surtout d'investir dans la formation et l'éducation pour aider les travailleurs à acquérir des compétences nouvelles et nécessaires dans ce nouveau contexte. Mais le problème majeur pour Karl Mörk est le déséquilibre technologique. Vu que le traitement de ces immenses données et l'accès à ces machines coûtent très cher, il y a un risque d'accentuer encore la concentration du savoir qui impacte des milliards de personnes uniquement chez quelques entreprises. Pour contrer ça, il faut favoriser une approche plus diversifiée et surtout locale. Dans ce sens, l'Institut Fari a des accords avec la ville de Bruxelles pour ramener l'IA au plus proche des gens et des considérations pratiques. Ils travaillent ensemble sur des projets très concrets. Par exemple, un projet avec Actiris sur une analyse plus en profondeur des liens entre demande et offre d'emploi. Un autre projet sur la protection animale, où il développe des algorithmes qui détectent la vente illégale d'animaux pour mieux la comprendre et l'encadrer. Ou encore, pour répondre à une demande récurrente des citoyens, il travaille aussi sur la simplification administrative à Bruxelles en se basant sur l'analyse des formulaires à grande échelle. En résumé, ce qu'il veut faire passer comme message, c'est de ne pas condamner d'avance cette technologie et de ne pas croire non plus qu'elle va résoudre tous nos problèmes. Il faut apprendre à l'apprivoiser petit à petit. Voici ce qu'il en dit. We sometimes see that AI is perceived as a magic wand, meaning that it could solve all problems, that it could be a solution to all issues in society. It is not. What we want to advocate for is the idea that you can have technologies be used adequately because there were conditions put in place from an ethical, legal, or civic point of view that were implemented. And again, it's a work in progress. We really want to try to achieve that. And we don't claim that it will be immediately perfect, but we want to try to see, and by doing, by testing, by experimenting, also in a space that is behind me, by showing, educating, what does it mean to have these technologies here used in different aspects of our lives and in society. Ce que j'aime beaucoup dans leur approche, c'est la volonté de remettre le citoyen au centre des préoccupations, de l'impliquer dans les prises de décision et de permettre au plus grand nombre de comprendre de quoi il s'agit. Pour vous donner quelques pistes d'action, ils viennent d'ouvrir le Fari Test and Experience Center, un espace juste à côté de la gare centrale où chacun d'entre nous peut aller expérimenter, tester et au final comprendre ce qu'est l'IA ou ce que ça devrait être. J'y ai vu par exemple des petits robots se balader comme des insectes ou la visualisation d'un réseau de distribution d'énergie. Ils vont aussi lancer bientôt un panel de citoyens sur le sujet pour permettre d'impliquer et de donner la voix à des citoyens lambda dès le début des discussions et du développement de nouvelles applications.
Et il me disait qu'un de ses souhaits est de justement ne pas avoir que des geeks ou des spécialistes, mais aussi des novices sur ces technologies. Du coup, j'aimerais envoyer quelques-uns de la tribu BVOP directement là-bas pour apporter une touche sceptique, mais toujours optimiste. On peut évidemment commencer le débat ici, autour de la table. Oh là là, Romain, je sais pas si tu sais quelle boîte de Pandore tu viens d'ouvrir. Pour me faire l'avocat de l'humanité, pour ne pas dire du diable, parce que j'ai l'impression que ce qui a été ouvert avec l'intelligence artificielle est contre, en fait, le développement de l'humain, sauf si on assume pleinement qu'on devient artificiel. Mais j'aime bien repenser à cette loi de l'Hormèse, qui, je cite du coup Google, merci aussi à ce qui a été permis. Mais l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ChatGPT, comme il a été montré depuis si peu de temps, aujourd'hui dépasse vraiment la créativité, je pense, humaine. Et c'est ok. Moi, j'ai l'impression d'être un vieux. Comme mes grands-parents disaient quand ma mère commençait à écouter Johnny, c'était un peu compliqué pour mes grands-parents. Là, j'ai l'impression d'être vieux. Et peut-être que je me trompe, et peut-être que l'intelligence artificielle nous sauvera, mais j'ai l'impression qu'on a déjà du mal à nous sauver. Donc, avec ça, en plus, ça va être, je crois, compliqué. Mais pour revenir sur la loi de l'Hormèse, la loi de l'Hormèse est un processus par lequel un organisme à qui l'on administre des faibles doses d'agents générateurs de stress, normalement toxiques, se trouve renforcé et montre ensuite une plus grande résilience à des doses plus élevées de ces mêmes toxiques ou facteurs de stress. Pour moi, ici, dans la compréhension que j'ai, c'est comme faire la course à pied, ça nous renforce, par exemple, nos systèmes cardiovasculaires et il y a plein d'autres choses. Ici, avec l'intelligence artificielle, au niveau cérébral, et on a pu le voir avec les exemples que tu as pu énoncer, l'humain est ainsi fait, on va aller chercher la paresse et on va aller chercher les choses qui nous semblent plus accessibles pour ne pas devoir réfléchir. Et ici, si on commence, je crois, en tout cas, la porte est ouverte, c'est trop tard. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire marche arrière. J'aurais cru entendre parler de l'intelligence artificielle de manière éthique avant même qu'elle soit implantée. Ici, c'est l'effet inverse. Donc, c'est trop tard. Voilà, je suis très triste. On n'est pas dans de l'optimisme ici, mais je trouve ça... Tu le vois pas de manière positive. Ah non. Ça, ici, je fais l'avocat de l'humanité parce que je crois qu'on est, depuis très peu de temps, en danger intellectuel. Merci, Édouard. Valérie. Alors, je veux juste réagir sur ce que tu viens de dire, Édouard, parce que je pense que éthiquement, il n'y a pas que dans le domaine de l'intelligence artificielle où on est arrivé après coup. Moi, je viens du domaine du monde du pharmaceutique pendant 24 ans et on a mis des choses en place éthiquement dans le domaine du pharma à cause de problématiques ou d'effets secondaires qu'on n'avait pas anticipés. Et je crois en la force de l'être humain et justement à sa capacité à pouvoir dire, même si on s'y prend trop tard, au moins on s'y prend. Et pour moi, ça, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est le fait de pouvoir dire, on en a conscience et on en fait quelque chose. Et ça, je pense que quelque part, c'est la définition de l'optimisme de Marc. Merci. Oui, et je pense que c'est important d'établir cet équilibre avec tout le monde, et donc aussi avec Édouard, avec les sceptiques, avec ceux qui ont peur peut-être du danger, mais je crois que la seule manière de participer et de trouver cet équilibre, c'est de s'y intéresser, de voir quels sont les problèmes éthiques, et de voir comment on peut y répondre, et donc par exemple de participer à ces panels citoyens, parce que si tous ceux qui ont peur ou n'y croient pas se retirent, il ne restera plus que les convaincus, et là on risque d'avoir un problème. Donc. Mais qu'ils soient convaincus seulement. Juste là, ce qui deviendrait intéressant, Romain, pour moi dans les panels, c'est qu'on ne demande pas nécessairement systématiquement de monter sur Bruxelles pour les petits provinciaux comme nous, mais que de temps en temps on descende là où nous on est dans nos réalités et qu'on vienne nous poser les questions là où nous on est. Et ça, je pense que c'est des démarches qui parfois manquent en Belgique. C'est qu'on a cette tendance à aller refaire ça dans les grandes villes, mais on oublie combien de localités et de petites localités où les gens n'ont pas nécessairement les moyens en plus d'arriver dans les grandes villes. Oui, mais c'est cette équité, cet équilibre-là dont on parlait. On en reparlera dans 15 jours, Romain, avec ton tour d'Europe des solutions. Exactement, quelques exemples concrets lors de la prochaine chronique. Ok, c'est cool. Merci beaucoup, Romain. Merci pour l'IA. Alors, Nathalie, oui. Nathalie, tu as terminé un sacré parcours récemment. Oui, un sacré parcours, de pas des quel moindres. Parcours s'agit-il ? Balancez vos ondes positives. Alors, vous connaissez cette sensation douce, amère, ressentie à la fin d'un livre passionnant. J'ai envie de savoir la fin, mais je veux pas que ça se termine.
Je viens de l'expérimenter avec mes enfants. J'ai récemment terminé la lecture à voix haute du 7e tome d'Harry Potter. Oh, quel bonheur d'avoir revécu cette aventure profonde et exaltante avec mes papouses. Plus de 4000 pages parcourues ensemble. Je les ai vus frémir aux mêmes endroits que ceux qui m'avaient secoué à l'époque. Hurler de joie au moment où moi-même j'avais jubilé. Je ne me lasse pas de lire des histoires à mes enfants. C'est un plaisir ancré dans ma propre enfance. J'ai grandi avec des récits portés par les voix de mes parents. Mention spéciale pour les Chevaliers de la Table Ronde lus par mon papa. Et j'ai pas été voir Ernest et Célestine au cinéma parce que Ernest et Célestine, elles ont la voix de ma maman, c'est tout. Vous sentez la puissance et la profondeur de cet héritage. Les joyeuses traditions familiales créent des souvenirs impérissables, chauffent le cœur et dessinent des rituels intergénérationnels délicieux. Ces transmissions, elles peuvent être grandes, petites, conscientes ou non. Il y a 2 jours, je regardais ma plume faire découvrir Gaston Lagaffe à une amie parisienne et je me suis rendu compte, avec joie, que ma fille avait, comme moi, grandi avec une maman qui rit à gorge déployée en lisant les aventures de ce héros sans emploi que nous adorons traditionnellement chez les Gilly. J'ai un souvenir de mes parents dansant le rock dans le salon en pleine journée. Et elles m'ont transmis l'évidence de danser pour le plaisir, juste parce que l'envie est là. Et j'ai ritualisé le principe avec ma tribu. Quand je fais à manger, chacun choisit une musique tour à tour et on danse dans la cuisine en mode apéritif. Voici donc une mission ocytocine toute trouvée. Tout d'abord, reliez-vous aux habitudes familiales de votre enfance dont le souvenir vous met en joie. Elles peuvent être anecdotiques, officielles, officieuses. L'essentiel est qu'elles vous mettent en joie. Existent-elles toujours ? Les avez-vous adoptées, transmises, transformées ? Si c'est le cas, savourez encore et encore. Si pas, comment pourriez-vous les inviter à nouveau dans votre quotidien ? C'est le moment de convoquer les rituels qui font du bien, ou de les inventer si vous n'avez pas eu la chance de les collectionner dans votre enfance. Peut-être allez-vous lancer une tradition qui saupoudrera les générations futures de moments simples et heureux. Et dans tous les cas, vous allez vous faire du bien et le partager. Que la joie circule, zoupiti zoup. Merci Nathalie, merci. Alors, Amna. Et donc voilà, j'ai juste envie de dire merci et d'applaudir parce que c'est un échange parent-enfant, c'est une connexion, c'est des histoires, c'est stimuler l'imagination. Enfin, je trouve ça super, j'ai juste envie de te dire merci et bravo et j'ai vraiment envie que tout le monde te prenne comme exemple pour faire ça avec leurs enfants, surtout de nos jours. Et on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, moi je suis pas encore parent, mais quand je vois le nombre d'enfants qui sont devant des écrans, des tablettes, des téléphones, des trucs... Allez, il faut se reconnecter au vrai, à la simplicité et voilà, il n'y a que ça de vrai. Donc merci, bravo et diffusons ça. Merci. Merci Mna. Steph. Oui, moi ça m'a fait penser forcément à une tradition que mon père nous a transmise. Enfin, c'était pas quelqu'un de très affectueux et de très démonstratif, mais il y avait quand même un truc. C'était, on se mettait sur ses genoux et alors il commençait à chanter une chanson spécifique en russe. Et on attendait le moment où chante-la-nous. Nikati aperlikatochka. Nikati mamolotov. Et alors, à certains moments, il nous chatouillait. Et donc, on attendait ce moment et on était balancé sur ses genoux. Et alors, bon, moi, mes enfants connaissent cette chanson. Moi, j'avais la même en tunisien, mon grand-père. Et c'était Jarjounaïa, et puis après, il chatouillait. Et moi, comment je l'ai transformé avec les enfants, c'est que, ouais, nous, on a fait beaucoup des parties de kung-fu chatouille sur le lit, sur mon grand lit. Et voilà, que ce soit juste par envie ou par quand on avait envie de se défouler ou quoi, on avait tout notre petit protocole de partie de kung-fu chatouille. Et c'est vrai que je pense que c'est des souvenirs qui resteront. Je racontais en fait une histoire inventée qui se déroulait dans le massif de l'Himalaya, dans le pays du Pachacamac. Et il y avait des vaches sacrées, en fait, sous la montagne. Et en fait, les filles étaient absorbées avant d'aller dormir. Effectivement, je leur racontais ça. On se mettait dans le noir, il y avait encore des toutes petites lumières.
Et ça donne, moi j'ai encore ce souvenir-là, et elle m'en parle encore. Et le fait de créer un lien comme ça avec ses enfants, c'est juste extraordinaire. Prendre un tout petit peu de temps pour ça et se raconter une histoire ou lire un livre, peu importe, c'est de créer ce lien-là, l'écran ne faisant pas écran dans ce cadre. Quelqu'un d'autre a encore envie de réagir par rapport à ça ? Non ? Eh bien alors, merci beaucoup Nat, merci à vous. Steph, puisqu'on parle de la voix, eh bien allons-y. Aujourd'hui pour Stéphanie, un petit billet sur la voix et sur ses facettes et ses enjeux. Balancez vos ondes positives. Ben oui, ça fait un petit moment que la voix m'intrigue. Et toutes les expressions et le champ sémantique qui y sont liés. Comme avoir une voix grave, une voix de tête, une voix muette, une voix nouée, une voix fluette, une voix qui porte, faire sa grosse voix, rester sans voix, perdre sa voix. La voix dit tellement de choses de nous, de nos émotions, de notre histoire. La linguiste, orthophoniste et vocologiste française Johanna Revys explique qu'au simple son d'une voix, on reconnaît déjà le genre de notre interlocuteur, son âge approximatif, son origine géographique et socioculturelle, et on se fait une idée de son éducation, de ses compétences et de sa personnalité. La voix serait un livre ouvert sur notre intimité, notre authenticité. Moi, ça m'étonne encore aujourd'hui, mais il paraît que l'année de mes 15 ans, je n'ai pas dit un mot. Mon frère, mes sœurs me disent qu'à ce moment-là, à la maison, je ne parlais pas. De ce temps-là, je ne me souviens pas du silence, mais bien du froid dans le cœur et de la peur de dire qui je suis. Et puis les années passent, je deviens une jeune femme, je m'accommode, je m'adapte, je fais des choix, des bons, des mauvais. Je deviens une épouse, une maman, une journaliste, puis une journaliste indépendante et puis une maman solo. Et puis un jour de 2011, je me retrouve devant un micro, à la radio. Alexandra Vassen, la voix de Radio 21 que j'adorais écouter me raconter les festivals de l'été depuis ma chambre d'ado, me propose une chronique green écolo dans son émission Sacré Cocktail. La rencontre avec le micro est douloureuse, paralysante, et pourtant inévitable pour moi à ce moment-là. J'ai la trouille, mais j'ai besoin d'y aller. Je ne vous cache pas que les débuts sont laborieux, je peine à trouver de l'aisance, à sortir de l'écrit derrière lequel je me retranche. Et à mon grand étonnement, personne ne met fin à mes tentatives. Et j'adore ça. Je découvre le média voix, cet outil de transmission fantastique qui crée un lien immédiat et sensible entre la personne qui informe, raconte, et l'auditeur qui écoute. Depuis la nuit des temps, finalement, la voix est l'attribut de l'homme. Fidèle à la tradition orale, cet outil de socialisation crée du lien, permet d'entrer en communication, fédère, éduque, protège, assure la survie de l'espèce. Et puis un jour de 2017, je reçois ce livre, en service de presse. « Femmes, faites-vous entendre », s'affirmer par le travail de la voix. De Christine Mousseau, coach vocal. L'injonction me titille et me donne matière à réfléchir. Je découvre que la voix est aussi un outil d'émancipation formidable qui affranchit, soulage, donne de l'audace, qui révèle la place que nous nous accordons et celle qui nous est accordée. Je décide ensuite de pousser la porte de chez Martine Reiners, chanteuse soprano professionnelle qui accompagne les chanteurs, les chanteuses et les personnes comme moi qui cherchent un peu plus d'assurance. Moi, mon but était de travailler mon souffle, d'apprendre à poser ma voix pour parfaire mes interventions en radio, tout en poussant la chansonnette. Mais Martine ne le voit pas de cet œil-là. Elle voit en moi une chanteuse mezzo, digne des répertoires classiques. « Mais oui, Stéphanie, tu as du coffre, tu es grande, tu es faite pour ça !» Je décide d'embarquer. Et le travail est rude. Il faut dire qu'à cette époque, ma voix était un peu plus comme ça, genre « Oui, je suis grande, mais je suis pas là, hein, faites pas attention. » Et aujourd'hui, j'ai trouvé mon coffre au trésor. Quand j'y suis bien connectée, je sens ma voix vibrer en moi, comme un instrument. Et je me sens puissante, assertive, solide, comme si ma voix me donnait un pouvoir. Selon le psychologue américain Albert Marabian, la voix représenterait 38% de l'impact final d'un message oral, contre 7% pour le contenu même du message. Donc être capable de jouer et maîtriser cet instrument n'est donc pas anodin. Il donne ou pas de l'impact à nos propos.
De manière générale, notre société ne privilégie pas l'apprentissage de cette compétence et statistiquement, elle invite davantage les hommes à se former à la prise de parole, à prendre la parole. J'en reviens donc à ce livre de Christine Mousseau, « Femmes, faites-vous entendre », qui se penche sur les difficultés les plus fréquentes rencontrées par les femmes qu'elle accompagne. La petite voix, la peur de crier, la voix trop effacée ou trop aiguë, le débit trop rapide, la voix monocorde. Son livre montre à quel point la voix et la prise de parole sont éminemment politiques. Elles permettent d'occuper l'espace, elles façonnent nos représentations et nos relations humaines. Un enjeu social et démocratique donc, et pas des moindres. Wow. Merci beaucoup, Stéphanie. Emna. C'est sûr, c'est important de travailler sur la voix. C'est l'un des canaux de communication, c'est l'un des outils qui nous permettent de faire passer un message. Maintenant, j'aime beaucoup dire aussi que la voix, c'est la fenêtre de la confiance en soi. Ça veut dire qu'on entend à la voix de la personne si elle a confiance en elle ou pas. Et donc, en parallèle, j'allais dire avant, mais en parallèle de travailler la voix, je pense qu'il y a un vrai travail de confiance en soi à mettre en place aussi, parce que sinon on va entendre que c'est faux, que c'est du fake, que c'est mis en scène. Comment travailler sa confiance en soi? Alors, on va dire, là on ouvre tout un autre sujet, et moi c'est un petit peu l'aventure que j'ai vécue dans mon métier, c'est qu'au début j'enseignais la prise de parole en public, et de plus en plus de femmes et de femmes entrepreneurs sont venues me trouver en demandant des formations à la prise de parole en public, et je me suis rendu compte qu'en fait elles demandaient pas une formation de prise de parole en public, elles demandaient une formation sur la confiance en soi et sur le leadership. Et il s'avère que libérer la parole, c'est vraiment de ça dont le monde, la société, les femmes aussi, peut-être un petit peu plus que les hommes. Beaucoup plus, clairement. Voilà, c'est de ça dont ils ont besoin, c'est de libérer la parole à travers la voix. Mais finalement, c'est quoi? C'est avoir confiance en soi. Et avoir confiance en soi, c'est quoi? C'est se connaître, s'accepter, s'émanciper et oser et s'autoriser dire ce qu'on a à dire. Oui. Mais pour moi, oui, bien sûr que le travail de la voix implique un travail de confiance en soi, mais en fait, il est parallèle. Et l'un nourrit l'autre. Puisque plus tu vas être proche de ta voix, plus en fait tu vas gagner. C'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est ce côté, tu te sens consolidé en fait. Et donc tu oses plus. Ouais. Et vraiment, la voix, c'est pas que pour les chanteurs ou le comédien. Oui, non, tout le monde, ce travail dont tu parles. Oui, Isa. Oui, je rejoins à fond ce que vous êtes en train de dire. Et Steph, je me connecte vraiment à ce que tu dis. J'avais la trouille, mais je crevais d'envie. Et ça m'a vraiment reconnectée au début dans New Smile, la création. Je faisais des interviews et après, quand je les réécoutais, j'avais cette petite voix et je me disais, et les gens me disaient, tiens, c'est marrant, ça marche, mais c'est quand même amateur. Et en fait, moi, je me suis dit, je me concentre sur ça marche. Et le côté amateur, prise de confiance en soi, en fait, ça vient avec le temps. Et aujourd'hui, j'ai un tout autre feedback et je pense vraiment qu'en fait, ça s'apprend et que là, le mot-clé pour moi, c'est si ça vous passionne aussi, que vous avez envie de faire quelque chose, mais que vous êtes paralysé, l'envie doit l'emporter, quoi. Enfin, peut l'emporter. Et le reste, ça viendra, ça ira avec le temps. Donc, merci de ta chronique, elle était magnifique. Merci, Isa. Merci. Edouard. Oui, et j'aime bien, en fait, rebondir sur ce que tu viens de dire sur le côté la petite voix. Cette petite voix qui, finalement, à l'intérieur de nous, devrait être la grande voix pour avoir confiance en soi et puis de s'exprimer pleinement et prendre la parole. En effet, j'aime bien prendre sa place, mais prendre la parole, c'est peut-être ça dont il s'agit, et en écoutant sa grande voix intérieure, n'est-ce pas, Marc? Merci, Edouard. Nat. Et moi, j'ai envie aussi de vous inviter, vous qui nous écoutez, à chanter, en fait. Et peu importe comment vous chantez, allez-y à fond les ballons, parce qu'en fait, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Et en fait, c'est une des choses qu'on fait depuis qu'on est tout petit, chanter. Et après, on se met des barrières et des freins sous des milliards de prétextes, alors que nous savons tous et tous chanter. Et peu importe si c'est faux, peu importe si c'est pas comme vous rêvez, l'important c'est que ça vibre. Osez vibrer. Isa. Merci, Nat. Oui, j'avais entendu que chanter, c'était un peu comme faire une séance de psy. En fait, toutes les émotions sortent et on dégage quelque chose qui est en nous, mais qu'on n'arrive pas spécialement à exprimer. Et donc moi, ça m'arrive de faire ça à fond dans mon appart, mais que personne n'entende. Moi, j'avais envie de rappeler une petite phrase que la chanteuse Barbara dit à propos de la voix. La voix, c'est le souffle de l'âme. Et j'adore ça. J'adore ça. Merci beaucoup pour cette chronique, Stéphanie. Avec plaisir.
Allez, deuxième partie avec, pour ouvrir, Emna Chaouch. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vous emmène en voyage, un voyage vers chez vous. Ok, c'est pas très loin, ou alors très très loin, on verra. Carolina, et toi, de quoi vas-tu nous parler? Je vais parler d'Ayurveda. D'ailleurs Veda? Non, d'ailleurs. Alors chez vous et d'ailleurs. Ok, d'ailleurs Veda, c'est parfait, on y revient tout à l'heure. Emna, continue de nous partager les péripéties de ses voyages intérieurs. Elle est partie du côté de l'Asie, cette fois-ci à la découverte du Feng Shui, de l'impact qu'il peut avoir dans nos vies et plus particulièrement nos lieux de vie. Balancez vos ondes positives. Positives. Oui, alors vous savez, comme il y a des endroits ou des maisons où vous entrez et vous vous sentez directement super bien, super apaisé, on y dort bien et on sent qu'il y a une âme. Eh bien ça, c'est probablement l'œuvre de l'habitat-thérapie, habitat conscient ou encore architecture feng shui. Et c'est de ça dont je vais vous parler dans cette chronique. Ce n'est pas de l'architecture pure, ce n'est pas de la décoration intérieure, c'est surtout une question d'énergie, de circulation d'énergie dans et entre les différentes pièces de l'habitation. Pour vous donner une image plus visuelle, c'est un petit peu comme les courants d'air. Ça circule. Eh bien, l'énergie aussi, elle circule. Pour les ingénieurs cartésiens parmi nous, restez ouverts, je vous assure que ce n'est pas un truc de perché et vous y trouverez un côté logique et rationnel. J'ai fait une chronique au sujet du sommeil récemment, en parlant des cycles circadiens, du type de dormeur, etc. Allez la revoir si ça vous tente. C'était assez centré sur l'humain, sur son ADN et les habitudes à mettre en place pour mieux dormir. Aujourd'hui, je viens compléter le sujet avec des notions d'habitat-thérapie qui vont, elles, contribuer au même objectif, mais à travers des méthodes et des pratiques différentes, plutôt centrées sur l'amélioration de l'environnement. Alors c'est parti, allons à la découverte de quelques bonnes pratiques que je retiens et que j'ai personnellement appliquées spécifiquement dans la chambre à coucher. Petite note, je ne vous en partage que quelques-unes pour faire court, mais sachez que cette chronique a été largement inspirée du travail d'une experte en la matière en Belgique, Fiona Benkens, et son entreprise Better at Home, que je salue et que je vous invite à aller découvrir. Découverte numéro 1, la position du lit. Sortez vos boussoles, car l'idéal est d'orienter votre tête vers le nord, l'est ou le nord-est. De même, la position contre le mur ou pas sera différente selon que vous êtes célibataire, en couple ou envie de rencontrer quelqu'un. Si vous voulez savoir pourquoi, il faudra poser la question en commentaire ou contacter Fiona. Découverte numéro 2. Évitez à tout prix les cadres, étagères ou n'importe quoi en fait au-dessus de la tête. Parce que inconsciemment, le cerveau et le corps restent alertes au cas où ça menacerait de vous tomber dessus. Même si vous l'avez fixé comme un dingue et que vous êtes certain qu'il n'y a aucun risque. Pour la même raison, il est déconseillé de dormir avec la porte derrière soi. À nouveau ici, en fait, c'est le subconscient qui s'active et qui se dit « S'il y a un intrus ou un danger, je ne le verrai pas arriver et je ne pourrai pas me défendre car je serai surpris de dos. » Même si consciemment, vous savez que vous avez une porte blindée, un chien, un surveillant et un garde du corps, c'est une question d'instinct de survie. Donc mettez-vous plutôt face à la porte ou tout au moins, vous devez pouvoir la voir quand vous êtes au lit. Découverte numéro 3, les couleurs. Bah oui, c'est la base. Alors ici, je ne vais pas passer par 4 chemins. S'il vous plaît, évitez le bleu. Non, ça ne fera pas effet bleu nuit, ciel bleu, ciel étoilé ou que sais-je. Le bleu est une couleur froide. Or, dans votre chambre à coucher, ce dont vous avez envie, c'est de la chaleur. Non, il ne faut pas le rouge non plus. Mais vous avez envie de chaleur. Optez donc plutôt pour des murs éventuellement neutres, beige, blanc cassé, peut-être même rose poudré. À nouveau, je précise que c'est pour une chambre à coucher. Alors j'ai pris l'exemple du bleu, mais c'est pas la seule couleur qu'on voit souvent. D'ailleurs, Nathalie parlait du rouge, ça aussi c'est à éviter. Il y en a d'autres. À nouveau, je vous renvoie vers les commentaires ou en expert en la matière. Il y a tellement d'autres choses que je pourrais vous partager, telles que le type de prise de courant que vous utilisez, la connexion à la salle d'eau, le positionnement par rapport aux fenêtres, le type de fenêtre, l'impact des miroirs, les matériaux, la tête de lit, etc., etc. Bref, je trouve ça super passionnant. Vous l'aurez compris, l'habitat-thérapie, c'est une manière parmi d'autres d'améliorer son bien-être, notre qualité de sommeil, si on parle de la chambre à coucher, et donc notre humeur, notre qualité de vie.
Évidemment, si vous avez des problèmes de type médical ou psychologique qui représentent un vrai frein au sommeil de qualité, l'architecture Feng Shui ne suffira pas et ne fera pas de miracle. Il faut se soigner et aller plus loin et explorer ça de manière holistique. La morale de l'histoire ici, c'est rappelez-vous que beaucoup de choses se jouent au niveau du subconscient. Ne vous fiez pas aux belles photos sur Instagram avec chambre à coucher rouge, avec une belle baignoire au milieu, une grande baie vitrée derrière le lit et des miroirs au plafond. Il est avant tout fondamental que vous vous sentiez bien. C'est comme pour les vêtements, l'être est plus important que le paraître. Pour cela, je vous renvoie d'ailleurs à une autre chronique que j'avais faite précédemment, intitulée L'habit fait le moine. Je fais un peu d'autopromotion. Mais donc voilà, n'ayez pas peur de changer, de corriger, et mieux encore, maintenant que vous savez, pensez à cela de manière anticipative au moment de la construction ou de la rénovation. Faites appel à un ou une experte en la matière qui vous aidera à débloquer tout ça pour retrouver le flow et faire circuler toute cette énergie chez vous, en vous et pour vous. Merci Emna. Emna, merci. Et grâce à toi déjà, j'avais rencontré Fiona, qui a fait tout un travail il y a 1 mois dans mon appartement. Et alors, je crois que c'est subtil, mais oui, je me sens mieux chez moi. Je comprends mon espace et je sais où attribuer quelle attention ou quelle décoration. Et donc voilà, c'est mettre de la conscience qui est pour moi un peu comme un escargot. On est l'escargot et on a notre maison qui nous entoure. Il faut en prendre soin. C'est notre environnement premier et dont l'inconscient est souvent inconscient. Oui, je suis d'accord. Merci Edouard. Moi, j'aimerais préciser qu'à la maison, effectivement, on a utilisé le Feng Shui depuis quand même un certain temps et Fiona nous a aidés aussi dans ce cadre. Et N-Group, Nostalgie Énergie Chérie, depuis 2011, on est, depuis 2010, le lieu dans lequel le groupe radio se trouve est un lieu dans lequel on a effectivement travaillé avec le Feng Shui. Comment est-ce que les énergies, comment est-ce que les ondes, évidemment en radio, comment est-ce que les ondes circulent. Et je suis, moi, intimement convaincu que ça a aidé à la progression, au succès, au bien-être des uns et des autres dans ce cadre. Donc, goûtez, allez-y, même si vous avez des doutes, testez pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça vous amènera de toute façon plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Oui, Emna, pour terminer. Oui, donc merci d'avoir précisé, Marc, que ça ne s'applique pas uniquement à l'habitation, ça peut aussi s'appliquer au lieu de travail. Et juste une petite chose, je ne suis pas du tout experte en la matière, mais pour ceux qui ne connaissent pas le Feng Shui, peut-être expliquer aussi un petit peu que finalement c'est une forme de reconnexion aux éléments de la nature. Donc le feu, la terre, l'eau et l'air. Je pense qu'il y a aussi le métal et d'autres. Je pense qu'il y en a 7 au total, si je ne me trompe, mais à vérifier. Donc voilà, c'est juste pour dire, à l'intérieur de l'habitation, on est à l'intérieur, donc on n'est pas connecté à la nature. Et c'est une manière de ramener la nature dans l'intérieur, malgré qu'il y ait du béton, etc., etc. Voilà. Merci Emna. Alors, nous restons en Asie. Nous allons nous retrouver plutôt du côté de l'Inde. Carolina a expérimenté une détox complète ayurvédique le mois passé. Et depuis, mesdames, messieurs, son corps revit. Où es-tu, Caro? Elle nous raconte les coulisses de cette aventure en 2 chroniques, dont la première, c'est aujourd'hui, maintenant. Balancez vos ondes positives. Avant de commencer, je vous préviens, ce sujet de chronique est dense et profond. Vous aurez donc la première partie maintenant et la deuxième dans l'émission dans 2 semaines, digne d'une série Netflix pour laquelle on attend avec impatience le prochain épisode, la prochaine saison, que sais-je. Et même en 2 parties, je n'aurai pas assez, donc je vous invite à approfondir le sujet parce que c'est passionnant. En mars de cette année, je me suis repulpée. Se repulper dans mon vocabulaire citronné, ça veut dire se refaire une santé. Physiquement, c'était pas la grande forme depuis bien trop d'années. Je pensais sincèrement que je mangeais sain pour mon corps, mais apparemment, même si c'était un bon début, ce n'était pas suffisant parce qu'en fait, je n'avais pas une bonne base. Vous commencez à me connaître, vous savez que je passe mon temps à approfondir la connaissance de mon corps, mon âme et mon esprit, parce que si c'est pas ça le but de ma vie actuellement, alors faut qu'on m'explique pourquoi je suis une vraie névrosée depuis que je ne sais pas quel âge. Vous pensez peut-être que j'exagère et que j'ai pas l'air trop névrosée. Mais moi, je pense qu'on est presque tous névrosés quelque part. C'est juste que certains vivent très bien avec leur névrose sans jamais souffrir, là où d'autres y laissent leur santé. Le cas numéro 2, c'est Bibi. Voilà. Ça, c'est dit.
Après 16 ans d'exploration de ma personne à travers des thérapies en tout genre, je ne comprenais pas pourquoi je me levais encore quotidiennement avec un corps douloureux. Si on part du principe que le corps nous parle et traduit nos mots émotionnels et inconscients en douleur chronique ou pas, bah putain, mon corps, il me fait la conversation tous les jours, mais je comprends toujours rien. Pourtant, ma tête, elle pense tellement bien qu'elle croit avoir tout réglé, mais non, finalement, c'est le corps qui décide, on dirait, et il me fait mal pour un oui ou pour un non. Aïe, j'ai mal mon orteil. Si c'est pas la tendinite au coude, c'est le genou. Si c'est pas le genou, je suis ballonnée. Quand j'essaye de faire du sport, j'ai mal aux poumons. Enfin bref, au mois de février, ça a commencé à déconner plus que d'habitude au niveau de mes intestins. C'est à peine si je digérais encore les carottes. Et comme la vie a tendance à toujours m'amener sur un plateau d'argent, ce dont j'ai besoin au bon moment, 2 amis me parlent d'un Indien qui a soigné leurs problèmes intestinaux grâce à la médecine de l'Ayurveda. Je prends rendez-vous le jour même avec Upendra, médecin praticien de l'Ayurveda. Mais qu'est-ce que l'Ayurveda ? Vous allez me demander. Est-ce que j'ose avouer que j'ai été aidée par le chat GPT ? Voilà, on l'avait dit. Oh merde, je suis grillée. L'Ayurveda est considérée comme une vraie médecine en Inde, pratiquée depuis des milliers d'années. Elle est largement utilisée dans la vie quotidienne des Indiens et est officiellement reconnue par le gouvernement comme une forme de médecine alternative et complémentaire à la médecine traditionnelle, pour les plus sceptiques. L'Ayurveda vise à promouvoir la santé et l'équilibre en harmonisant le corps, l'esprit et l'âme. Elle repose sur une approche holistique de la santé qui prend en compte la constitution unique de chaque individu, son environnement, son mode de vie, son alimentation et ses émotions. L'un des concepts clés de l'Ayurveda est celui des doshas. Écoutez bien, qui sont les 3 forces biologiques qui régissent le fonctionnement du corps et de l'esprit. Les doshas sont appelés Vata, Pitta et Kapha et sont considérés comme les éléments constitutifs de base de l'univers. Chaque personne a une combinaison unique de ces doshas qui détermine sa constitution et son état de santé individuel. Je vous fais une brève description de chaque dosha, vous vous reconnaîtrez certainement dans l'un ou plusieurs d'entre eux. Vata est associé aux éléments de l'air. Les personnes dominées par Vata ont généralement une constitution légère, mince et sont souvent actives mentalement et physiquement. Les déséquilibres de Vata peuvent entraîner de l'anxiété, de l'insomnie, de la constipation et des troubles nerveux. Pitta est associé aux éléments du feu et de l'eau. Les personnes dominées par Pitta ont généralement une constitution de type moyenne, avec un métabolisme fort et une tendance à la chaleur corporelle. Les déséquilibres de Pitta peuvent entraîner de l'irritabilité, de l'acidité gastrique, des éruptions cutanées et des problèmes de foie. Et ensuite, pour terminer, Kapha est associé aux éléments de la terre et de l'eau. Les personnes dominées par Kapha ont généralement une constitution solide, avec une tendance à prendre du poids et avoir de l'endurance. Les déséquilibres de Kapha peuvent entraîner de la léthargie, de la congestion, de l'obésité et des problèmes respiratoires. L'objectif de l'Ayurveda est donc de maintenir ou de rétablir l'équilibre des doshas pour favoriser la santé et le bien-être. Cela peut être réalisé en adoptant des pratiques spécifiques adaptées à la constitution individuelle de chaque personne. Ouf, la définition est terminée. Je vais donc... Non, mais j'ai raccourci en plus, parce que sinon, le robot, il en savait bien plus. Je vais donc à mon rendez-vous, et là, après 2 heures d'interview avec Upendra, qui m'a posé des questions en tout genre à propos de mon mode de vie et de mes maux dans le corps, le gars me dit « Carolina, you are Vata, Pitta, Dosha. In some cases, I just recommend some special herbs and diet, but in your case, I recommend a complete detox of 1 month. Your whole body is completely inflamed because of the bad bacteria in your intestine. You have no vital energy anymore. We have to reset your intestine first, and then I have to teach you new routines in your life. At 33 years old, you are still young. You should be in perfect health. Imagine if your body hurts now, what it will be in 20 years. You will have a lot of problems. En gros, si on se base sur les doshas, je suis air et feu. Et selon Upendra, mon air a éteint mon feu. Ce qui explique ma fatigue chronique, que j'ai froid tout le temps et mal partout, parce que mes intestins foireux sont la cause d'un corps enflammé depuis bien trop longtemps.
Pas étonnant que je n'arrivais pas à reprendre un rythme de travail et faire décoller mes projets. Sans énergie vitale dans le corps, toute action devient plus compliquée. Et en fait, je réalise que je vivais depuis plus de 15 ans sans énergie vitale, ou du moins, elle s'est éteinte petit à petit à cause de mauvaises habitudes de vie, trop de stress, d'alcool, de bouffe inappropriée et de sédentarisme. Je me souviens très bien quand j'ai décidé que le sport, c'était pas pour moi. J'avais 12 ans quand je suis tombée en syncope en faisant une course à vélo. Le médecin m'avait diagnostiqué de l'hyperventilation. Et dès que je faisais un effort physique, mes poumons me brûlaient et mes jambes devenaient lourdes. J'ai donc organisé ma vie selon la loi du moindre effort, en me disant que je suis faite comme ça. Et voilà. C'est fou comme on peut vivre autant de temps en se contentant d'un état sans se rendre compte qu'on est en mauvaise santé en fait. Pour être honnête avec vous, ça fait plusieurs années que je savais que je devais faire quelque chose pour mes intestins. Mais je reportais ce moment par crainte de ne pouvoir manger ce que je veux. Manger, penser à ce que je vais manger, c'est clairement mon sport préféré depuis toujours. Et là, le 15 février 2023, un début d'année où j'avais tout prévu, sauf ça, je décide de me lancer dans le plus gros challenge de ma vie, remettre en question mon rapport à l'alimentation. Vu l'état de mes intestins, ça ne pouvait pas attendre le prochain changement de saison. Suite au prochain épisode. Merci. Est-ce que quelqu'un a déjà testé l'Ayurveda, Steph? Non, pas la... Non, surtout pas. La religion me l'interdit. Parce que c'est pas vrai, j'avais une prof de yoga qui était aussi médecin et qui se formait à ça aussi, et donc j'ai quelques notions et je sais. Mais ce que je voulais dire, c'est que... tout simplement, oui, ça m'a semblé du bon sens l'an dernier, pendant mon épuisement, de revenir à une alimentation, de repenser l'alimentation, que l'alimentation est une première médecine. Et moi, je voulais juste revenir avec un bouquin qui m'a beaucoup servi à ce moment-là, qui s'appelle « Je suis épuisée » de... son prénom, je ne sais plus, mais c'est Asolaim, c'est une neuropsychologue belge. Et voilà, qui préconise... moi, ça a beaucoup changé, mon état de santé, et mon énergie est revenue vraiment avec un changement assez radical dans mon alimentation. Donc, j'approuve l'intérêt, bien sûr. Je reparlerai des résultats dans 2 semaines, évidemment. Oui, on est bien d'accord. Merci, Carolina. Emna, merci, Stéphane. Ouais, super sujet que je trouve hyper intéressant. Et récemment, je me suis intéressée à tout ce qui est symbolique du corps, donc la signification symbolique de ce que notre corps nous dit, et j'ai appris ça notamment au travers du livre de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau qui est bien connue pour son livre sur... c'est quoi le titre exact? Écoute ton corps. Les 5 blessures. Et le livre, en l'occurrence ici, s'appelle Écoute ton corps. Je l'ai lu, ouais. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et ça parle, elle explique par exemple les douleurs de dos, à quoi c'est lié, les douleurs de bras. Je pourrais vous lire un tout petit extrait, si vous voulez, par rapport aux bras. Lorsque des problèmes de bras surviennent, tu n'es pas conscient de ton utilité ni de ta valeur. Tu imagines souvent qu'on ne t'apprécie pas, que ta valeur est moindre que celle des autres. Ton corps a un message à te communiquer. Regarde bien combien tu es utile là où tu te trouves. On a vraiment besoin de toi. On t'apprécie beaucoup plus que ce que tu ne penses, etc. etc. Bref, le dos, c'est je dois tout porter sur le dos. D'ailleurs, les expressions le disent. Les jambes, c'est une difficulté à avancer, à aller de l'avant, à regarder l'avenir. Donc bref, il y a vraiment, si on regarde, une vraie symbolique des mots du corps, et je trouve ça fascinant, donc je vous invite à aller voir ça. Merci, Emna. Isa. Ouais, juste une petite question. Quand il t'a dit you need a reset de 1 mois là, en fait pour faire son examen, son diagnostic, il t'écoute parler sur quoi il se base. J'ai pas compris la phase de l'examen. Ça m'intéresserait d'en savoir plus. Oui, c'est vrai que j'ai pas pu détailler autant, sinon c'était une chronique de 15 minutes. Mais en gros, il te pose énormément de questions déjà sur ton mode de vie et tout. Mais après, il te touche au niveau de ton poignet pour prendre ton pouls. Et selon la régularité de ton pouls, il peut dire énormément de choses. Donc il y a ça. Puis il y a aussi, il regarde ta langue, il regarde tes yeux. Et en fait, le corps exprime déjà juste physiquement des mots. Enfin, voilà, la médecine de l'Ayurveda n'a pas besoin de faire de prise de sang. Donc c'est lié à la médecine chinoise alors? Parce que oui, ça a un lien évidemment. Ouais, mais dans l'acupuncture, on utilise un peu le même genre de diagnostic. Voilà.
Oui, merci. Merci, Édouard. Oui, une petite réaction. En fait, pour moi, la nutrition ou l'alimentation, c'est notre premier médicament, quoi. C'est prévenir plutôt que guérir, et guérir, c'est déjà le médicament, donc c'est trop tard. Donc, mettre de la conscience sur ce qu'on absorbe en prenant en considération qu'on est tous différents, c'est une vraie étude, quoi. Et ça demande, causalité, effet, et voilà. Ça demande du temps et de l'intérêt, effectivement. Mais on suivra avec beaucoup de plaisir, Carolina, le deuxième épisode de ton feuilleton, de ta série sur l'Ayurveda. Patience. Merci beaucoup. Patience. Troisième et dernier épisode pour aujourd'hui. Nous avons deux invités. Le premier, c'est Monsieur Édouard. De quoi allez-vous nous parler, Monsieur Édouard Mandron ? Marc, je vous demande pardon d'être désolé à tous. Merci, et nous verrons si nous acceptons. Exactement. Et puis Val. Équilibre, égalité, équité, mais quoi d'autre ? Nous commençons donc avec Édouard. Oui, merci. Désolé de devoir vous couper, vous jeunes gens, dans vos échanges prolifiques, mais nous allons maintenant donner le temps d'antenne à notre chroniqueur bien-aimé. Pardon Édouard, c'est à toi. Balancez vos ondes positives. Merci Marc, et tu es tout pardonné bien sûr. Merci de ne pas avoir donné d'excuses surtout. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point dans notre quotidien, on cherche des excuses à tout pour justifier nos moindres maladresses. Mon Dieu que ça m'énerve quand quelqu'un me dit « Oui, mais tu comprends, je suis désolé, il y avait des embouteillages sur l'autoroute. Oui, mais tu comprends, désolé, il y avait la sœur de mon oncle qui demandait à ce que je prenne les poussettes pour les petits avant de devoir aller faire les courses du brunch. Oui, mais tu comprends... Ouf. Et l'ami, pas besoin d'excuses, hein. Je t'aime comme tu es. Et c'est bien parce que je t'aime que j'avais envie de passer un moment avec toi. Alors vis la vie, vis ta vie. Je ne te jugerai pas pour quelques minutes de retard. C'est comme si tout ce qui était à l'extérieur de nous pourrait nous soulager de notre responsabilité par rapport à une maladresse quelconque qui froisserait éventuellement notre mère, notre frère, notre compagnon, notre ami, associé, collègue, le monde entier. Comme si nous n'étions jamais dans la possibilité de juste savoir que l'autre nous apprécie pour qui nous sommes et que nous l'aurions blessé parce que nous sommes arrivés 7 minutes en retard à un rendez-vous galant, amical ou même professionnel. Non mais franchement, l'amour entre nous semble tenir à bien peu de choses dans notre société qui est censée se baser sur la confiance réciproque et si je tire le trait sur l'amour mutuel. Vu le nombre d'excuses, je pense qu'on est malheureusement bien souvent hypocrite, voire menteur, vis-à-vis de l'autre et de nous-mêmes. N'avons-nous pas assez d'amour propre d'oser simplement demander pardon, que ce soit pour 7 minutes de retard à un rendez-vous, ou pour ne pas avoir été présent pendant des années suite à la mort d'un proche, ou d'avoir eu une maladresse d'ordonner des directives sans que l'autre nous le demande. Osons demander pardon à partir de maintenant. Ayant réfléchi à la différence entre demander pardon et s'excuser, je me suis progressivement rendu compte de la puissance de demander pardon. Demander pardon, c'est prendre conscience que je suis pleinement responsable de ma présence, de mon absence, de mes actes, bons ou mauvais, ou maladroits, qui potentiellement auraient offensé l'autre dans ses blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice que nous portons tous malgré nous et bien souvent inconsciemment. Demander pardon, c'est reconnaître l'autre et le temps dont il aura besoin pour intégrer en lui le fait que mon retard ou ma quelconque maladresse n'a rien de personnel, mais que c'est peut-être une opportunité de comprendre ce qui a été blessé et oublié en lui. Demander pardon à l'autre, c'est aussi lui donner la possibilité de nous proposer d'expliquer ce qu'il s'est passé et que peut-être, en effet, il y a eu des embouteillages sur le ring. Mais qu'il y a peut-être également eu un décès dans mes proches, une personne dans le besoin que j'ai dû aider, une naissance qui a demandé ma présence sans pour autant que je doive justifier ce retard non intentionnel d'une excuse originale à créer pour me décharger de ma responsabilité d'aimer mieux, et plus complètement la vie qui se passe maintenant devant moi à chaque seconde. Je te demande pardon. Je demande. Je n'impose pas mon excuse à l'autre. Lorsque c'est demandé, ce n'est pas pour cette raison que je le reçois automatiquement, ce pardon. Je le demande, et même par don, je le donne. Il t'appartient. Je le pose humblement là, entre nous, et peut-être qu'un jour, tu l'accepteras en me disant « Je te pardonne, car j'ai compris ». Pourquoi cette chronique m'est venue ? Eh bien, parce qu'il y a 2 semaines, je me suis encore fait vivre un petit processus bien léger de conscience. Je pensais avoir une maladie qui me condamnait à mourir prochainement.
Rien que ça. Heureusement, depuis, je sais que cela n'est rien de grave. C'était encore mon mental qui cherchait à déconstruire ma stabilité émotionnelle. Et bonne nouvelle, il lâche prise, car il n'a plus rien où s'accrocher. Mais pendant quelques jours, dans ces processus de deuil et d'acceptation de ma mort anticipée, la seule chose que j'ai eu envie de ressentir avant de mourir était la paix. Et afin de pouvoir l'être en paix, la seule voie qui m'est apparue pour me libérer au moment de ma mort est celle du pardon. Alors c'est bien ce que je vais faire publiquement derrière ce micro maintenant. Cela ne me libère certainement pas de mes maladresses passées et futures, mais au moins, aujourd'hui, je serai en paix d'avoir tenté de renouer un lien humain parfaitement imparfait avec celles et ceux que j'aurais blessés involontairement à cause de mes réactions face à mes propres blessures, non nettoyées du passé, qui auraient pu les froisser dans un ressenti de manque d'amour de ma part. Et si vous aussi, depuis vos embouteillages ou de là où vous êtes, vous souhaitez pardonner, bienvenue de vous y brancher. Pardon. Je vous demande pardon, maman, papa, mère, père, d'avoir chamboulé votre vie personnelle et de couple. Je te demande pardon, mon frère, d'avoir agi inconsciemment comme un père que je ne suis pas vis-à-vis de toi pour maladroitement prendre soin de toi du mieux que je pouvais. Je vous demande pardon, bon papa, bonne maman, mamie, papy, de n'avoir pas été un petit-fils plus présent. Je vous demande pardon, les femmes avec qui j'ai partagé mes plus beaux moments de vie authentiques et intimes, de ne pas avoir pu être plus tendre et à l'écoute de vos besoins. Je vous demande pardon, chers amis, que j'ai abandonné à trop vouloir explorer ma dépression pour comprendre qui je suis aujourd'hui. Je vous demande pardon, chers associés, employés, collègues, de ne pas avoir été l'associé, l'employeur ou le collègue que vous attendiez. Je vous demande pardon, chers rivaux, que nous n'ayons pas eu l'occasion d'expliquer calmement nos incompréhensions et divergences d'opinion pour enrichir nos visions d'un monde si complexe à explorer et comprendre ensemble. Je vous demande pardon, chers croyants de toutes les religions, qu'on ne parvienne pas ensemble à parler de spiritualité en intégrant cette même lumière du grand mystère de la même manière. Je vous demande pardon, chers peuples du monde, des 5 continents, que l'homme blanc que je suis a oppressé à travers l'histoire de l'humanité. Je vous demande pardon, chères personnes dans le besoin que je n'ai pas vues, alors qu'il n'y suffisait que d'un regard. Je te demande pardon, chère humanité, pour tous les actes et les omissions que j'ai omis et commis par l'ignorance de mon arrogance. Je vous demande pardon, chers enfants du nouveau monde, pour le futur incertain que nous créons aujourd'hui. Je te demande pardon, cher règne animal, pour détruire la beauté de la création qui n'a rien demandé d'autre que d'être en vie. Je te demande pardon, cher règne végétal, pour arracher la moitié de nos poumons à l'image des arbres qui nous permettent de respirer. Je te demande pardon, cher règne minéral, pour t'arracher à la terre et nourrir des gadgets qui nous déconnectent de notre planète. Je te demande pardon, chère mère terre, d'avoir oublié de ne pas te voir comme une exploitation plutôt qu'un écosystème si délicat qui nous permet de regarder la naissance de la vie comme une grande magie presque improbable dans le cosmos. Je te demande pardon, mon corps, pour ne t'avoir vu que comme quelque chose qui m'appartienne, alors que tu me transportes chaque jour pour une nouvelle expérience de vie sensorielle. Je vous demande pardon, chères émotions, de ne pas oser vous écouter tellement votre puissance me dépasse. Je vous demande pardon, chères idées créatives que je laisse passer, alors que c'est vous qui me permettez de rêver plus grand chaque jour. Je te demande pardon, toi, ô grand mystère de l'univers, de ne pas comprendre que la simple chose que tu nous demandes, c'est de poser un regard consciemment bienveillant sur la vie sans chercher à se l'approprier. Au nom des hommes qui s'associent discrètement dans cette chronique, de là où ils sont sur notre planète, je m'engage à enseigner du mieux que je peux à mes enfants, fils et filles, de respecter, accueillir, aimer et honorer vos fils et vos filles, ainsi que tout être vivant sur cette terre. Pour finir, je vous demande pardon, chères auditrices, auditeurs, chroniqueuses et chroniqueurs, d'être désolés, d'avoir cherché à trouver des excuses, plutôt que simplement vous aimer d'être la vie que vous incarnez ici et maintenant, que vous soyez sur le ring ou en train de regarder simplement la beauté d'un lever de soleil. Je vous le donne, ce pardon. Maintenant, et sans obligation, vous êtes responsable d'en faire ce que vous êtes. Merci Édouard, merci beaucoup. Puissant. Et moi je vous demande pardon de ne permettre aucune réaction et de passer à la chronique suivante. Merci beaucoup Édouard. La vie de la tribu a découvert les difficultés du funambule, la recherche de l'équilibre concernant les publications sur les réseaux sociaux. Ça ressemble à quoi, Valérie ? Balancez vos ondes positives. Positives.
Les coulisses, encore les coulisses, toujours les coulisses. Aujourd'hui, c'est cette fameuse présence sur les réseaux sociaux. J'avoue, ce n'est pas mon domaine de prédilection, même si j'ai compris que c'est un des canaux de communication pour se faire connaître, être visible et arriver jusqu'à vous. Moi, la quinca, mais traditionnelle, c'est Facebook et LinkedIn. Je découvre que ceux-là sont potentiellement dépassés à ce jour par Insta et TikTok. Et que pour être présent et visible sur Insta, par exemple, le texte et le lien vers nos émissions, c'est moins efficace que des images, du vivant, c'est-à-dire de la vidéo. Notre artiste de la mise en scène, mise en forme et gestion des réseaux sociaux, eh bien, c'est Carolina. Lina filme toutes nos rubriques en live, les peaufine, les publie à fréquence sur les réseaux sociaux pour BVOP. Et au lancement, Carolina a assuré bénévolement le montage vidéo de chaque chronique, organisé le calendrier des publications, l'éducation des novices comme moi, avec les fameux rappels que c'est important d'aller liker, d'aller réagir, d'aller reposter, d'aller commenter. Merci Carolina. Je réalise combien c'est du temps, c'est de l'investissement de ta personne. Grand merci. C'est quelque part une activité qu'il convient de valoriser et de reconnaître. Rémunérer, en somme. Et voilà, le retour du nerf de la guerre, l'argent. Nous sommes à 0 budget, impossible de prendre en charge le montage vidéo de toutes les chroniques à ce stade de notre existence. Et donc, à nous de rechercher des solutions pour trouver un équilibre en termes de présence et d'investissement. Équilibre. Étymologiquement, exactitude des balances. Tel le funambule sur son fil, il ne tombe ni d'un côté, ni de l'autre. Dans notre cas, quels sont ces côtés vers lesquels nous pourrions basculer ? Est-ce la trop grande présence de certains sur les réseaux, sur BVOP et ailleurs, versus une moindre présence d'autres ? Est-ce qu'il faut être plus attentif à aider celles et ceux qui sont moins doués au montage versus ceux qui jouent avec les montages vidéo ? Est-ce que c'est supporter financièrement celles et ceux qui ont moins les moyens versus celles qui peuvent s'autofinancer ou ceux qui peuvent s'autofinancer et financer leur montage ? Bref, rechercher un équilibre. Et comment ? Visons-nous une égalité de présence, chacun le même nombre de postes, le tout évalué en fin de saison ? Ou une équité, un nombre de postes différents mais qui permettent d'atteindre un objectif de visibilité identique. Égalité, équité. J'aime beaucoup cette image qui explique en un dessin la différence entre égalité et équité que vous pouvez trouver entre autres en faisant des recherches sur le net. Ce sont 3 personnes de tailles différentes qui font face à une palissade et qui regardent une attraction. Initialement, la personne la plus grande voit l'attraction de façon aisée, la personne de taille moyenne est au ras de la palissade et la personne la plus petite ne voit même pas l'attraction. L'égalité, du latin equalis, signifie uni, juste. C'est l'état ou la qualité de 2 choses égales ou en ayant une caractéristique identique. Dans le cadre de notre illustration, les 3 personnes reçoivent toutes un bloc rehausseur indépendamment de leur taille. L'équité a aussi ses origines latines et signifie esprit de justice, juste proportion. Cela fait référence au principe impliquant le juste traitement, le respect absolu de ce qui est dû à chacun. Alors accrochez-vous. L'équité se définit comme une vertu qui permet d'appliquer la généralité de la loi à la singularité des situations concrètes, visant à instaurer une égalité de droit en tenant compte des inégalités de fait. Dans le cadre de l'illustration de nos 3 personnes, eh bien, la personne de grande taille ne reçoit aucun bloc rehausseur, la personne de taille moyenne en reçoit 1 et la personne de plus petite taille en reçoit 2, de telle sorte que les 3 aient finalement la même visibilité vis-à-vis de l'attraction. Et pour nous, que souhaitons-nous finalement dans le cadre de notre présence sur les réseaux sociaux ? Égalité ou équité ? Eh bien, grâce à une autre Caroline, qui s'appelle Caroline van der Meren, cette fois, je pense que la réponse ne se situe ni en égalité, ni en équité. C'est la concorde qui me semble être ce qui nous correspond. Et puis là, c'est la concorde,
que ça co, hein? Alors, c'est du latin, dérivé de concor, composé du préfixe con, qui signifie avec, j'insiste, d'accord? Oui, ça fait conne, mais je trouve que conne, j'avais pas envie de le dire, tu vois? Donc j'ai dit con, je préfère. Et de cor, qui nous amène au cœur. Et donc la concorde, c'est l'accord, c'est l'harmonie, c'est l'union harmonieuse entre plusieurs personnes, groupes sociaux, États, peu importe. C'est l'accord qui existe entre les personnes qui ont la même disposition de cœur, d'esprit, et vivant en harmonie, en collaborant à une œuvre commune. Et BVOP, c'est notre œuvre commune, que nous nous efforçons de vivre en harmonie, en y déposant chaque ressenti, qu'il soit positif ou constructif. Et en ce qui concerne notre présence sur les réseaux sociaux, ce n'est plus une histoire de comptage rationnel. Ce sont les choix de cœur, ces choix harmonieux qui permettront surtout à BVOP d'être et de grandir un peu plus chaque jour. Et vous, auditrices et auditeurs, à quand remontent vos derniers choix de cœur ? Choix de cœur. Merci Val, merci Valérie. Bon, mais c'est super. Mais écoutez, on va se quitter ici. Hein. On va se retrouver dans 15 jours. C'était très très chouette jour. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci les amis. Merci. On vous embrasse tous et toutes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Vous choisissez soit d'entendre l'émission BVOP dans sa totalité en cherchant sous le nom de BVOP, soit écouter chaque chronique isolément en cherchant BVOP, espace et le nom du chroniqueur ou de la chroniqueuse que vous avez envie de suivre. Merci de nous écouter. On se retrouve dans 15 jours et quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao. Ciao, ciao. Balancez vos ondes positives pour